Aujourd'hui, c'est le 31e cours. Ça fait bientôt 1 an qu'on a commencé. Ça fait déjà un an. Ouais. Voilà, Mordechai, à toi. Tov, Shavuot Tov à tout le monde. Donc on continue la Melacha de Bichoul après ces 2 semaines de pause. Maintenant, juste une petite question. David, est-ce que tu as écouté le cours de la semaine dernière? Ah, il n'a pas été diffusé. Top. C'est sûr. Je ne sais pas qui il était, mais je n'ai pas eu le temps de le regarder. Voilà, parce qu'en fait, on a commencé la Melacha de Bichoul déjà avant Pessah, seulement on a repris. Et bon, et le shiur il est construit de plusieurs cours qui sont chaque cours est indispensable pour l'autre. Donc il y a un certain nombre de notions qu'on a vues la semaine dernière et il y a 2 semaines qui sont indispensables pour la suite. Mais aujourd'hui, on va faire un cours qui est pas tellement, c'est la suite en fait de Ilchot Bichoul, mais qui est un peu différent. C'est sûr qu'il y a un lien, mais on n'a pas vraiment besoin de ce qu'on a vu avant. Par contre, les cours qui vont venir après, on va mettre en pratique dans plusieurs cas pratiques. Là, on va avoir besoin de tous les cours et de toutes les notions qu'on a vues ensemble. Donc celui qui a loupé un cours va avoir beaucoup de mal à comprendre et donc à pratiquer les droits de Bichoul. Donc je répète toujours ce que j'ai toujours dans tous les shiurim, même si pas tout le monde est là encore. Ces cours-là, on est obligé d'être réguliers. Parce qu'après, on comprend rien. Il y a des choses qui ratent. Donc c'est une des bases essentielles du cours qu'il faut. Même si on a loupé un cours, il ne faut pas le rater au moins dans l'audio. Tov. Donc on continue. On continue la Melacha de Bichoul. Maintenant, si vous vous rappelez, en bref, la Melacha de Bichoul, on peut la résumer en deux notions. 2 notions. C'est d'après la définition de la Melacha. D'accord? Comme on définit toujours chaque Melacha. Définition de la Melacha, de Bichoul, c'est changer d'état un objet ou un aliment par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Si on retient ces deux sujets-là, c'est la base de toute la Melacha de Bichoul. Donc, changer un élément ou changer un objet, ça c'est les 2 derniers cours qu'on a vus, c'est ce qu'on a expliqué ça en long et en large. Qu'est-ce qui s'appelle changer d'aspect un aliment ou un objet? Le changement, c'est ça le Bichoul. D'accord? Le changement, c'est ça ce qu'on va appeler ça, melechet mevachel. Donc ça s'étend pas seulement à cuire un objet, c'est à changer d'état. Changer d'état par l'intermédiaire du feu. Donc en très bref, on a vu plusieurs choses. On a vu des objets qu'on fait fondre, toutes sortes de métaux, toutes sortes d'objets, des bougies, de l'or, de l'argent qu'on fait fondre. Donc ça c'est Melechet Bichoul, j'ai changé d'état de liquide en solide. Tout ce qui est aliment, c'est de passer de cru à cuit. D'accord? Et là on a vu plein d'étapes. Il y a plusieurs étapes là-dessus. Il y a l'étape de cru au tiers de la cuisson, que là ça s'appelle déjà mangeable difficilement, mais ça s'appelle cuit. Après on a passé du tiers à kol sorko, c'est-à-dire cuisson finale. Et après, donc ça c'est aussi un interdit de la Torah, Melechet Bichoul, parce que je ne l'ai pas cuit totalement. Et après on a vu Bichoul achar Bichoul, c'est-à-dire que quelque chose qui a déjà atteint sa cuisson et que je veux continuer avec une nouvelle cuisson. Alors on a fait la différence entre quelque chose de sec et quelque chose de liquide. Quelque chose de sec, il n'y a pas de Bichoul achar Bichoul. Le fameux klal de En Bichoul achar Bichoul, comme on a vu dans Melechet Tochen, En Trina achar Trina. Et à différencier du liquide, que là il y a une machloket et une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Que là le changement, par exemple du liquide, c'est de passer de quelques degrés à 45 degrés. Qui s'appelle Yad Solededbo, ou 65 degrés selon les avis. On a vu dans quel cas on utilise le critère de 65 degrés et dans quel cas on utilise le critère de 45 degrés. Mais si ça se refroidit, d'après le Shulchan Aruch, il y a un Bichoul, même s'il y a déjà eu une première cuisson. D'après le Rama, c'est-à-dire le Mechaber, d'après l'Ashkenazim, tant que c'est pas refroidi totalement,
c'est on a le droit de remettre. Si on a refroidi totalement, on a vu qu'il y a un interdit quand même des chachamim de réchauffer. Ça, c'est dans les liquides. Ensuite, on a parlé aussi de deux modes de cuisson. Une chose qui a atteint sa cuisson et qu'on a changé son mode. Est-ce qu'il y a un bichoul aussi? Là aussi, il y a une marloquette. Donc tout ça, tout ce qu'on a traité, c'est le changement. C'est-à-dire, pour que ça soit bichoul, il faut qu'il y ait une étape de transformation ici. Quelle transformation? Chacun selon ses règles et selon ses critères. Maintenant, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la source de chaleur. D'accord? La source de chaleur. Une des définitions de Melechet Bichoul, c'est qu'il faut cuire, il faut transformer la chose. Donc on va dire dans les aliments, c'est cuire, dans les liquides, c'est bouillir. Et il faut que ça soit sur une source de chaleur. On a commencé à développer ce sujet, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Et je vous préviens, aujourd'hui, ça va être un shiur compliqué. D'accord? Mais si on le passe bien, et on essaye de passer à peu près tout ce que je veux dire, après les shiurim d'après, ça sera déjà appliqué des cas maasé, des cas pratiques. Comment on fait un thé, comment on fait un café, comment on fait une soupe, comment il y a plein. Dans la cuisine, le Shabbat, dans Bichoul, il y a beaucoup de cas pratiques. Seulement pour l'instant, il faut d'abord les règles. Sans règles, on peut rien mettre en pratique. Donc là, on est en train de voir le deuxième Nekuda. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sujets. C'est compliqué, ça va être un shiur assez complexe, mais si on comprend comment ça marche, c'est ça que j'essaye de passer dans ces cours-là. Si on essaye de comment ça fonctionne à halakha, alors c'est simple. Ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que comment ça fonctionne à halakha? La halakha, elle est formée ou bien de choses évidentes, ou bien de choses qui sont en discussion. Ça, c'est la base que je suis en train de vous dire, c'est la base dans tout ce qui est halakha. Et il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent, ils écoutent des cours de halakha, parce qu'ils écoutent un rav qui dit comme ça, et un autre rav qui dit comme ça, et un rav qui dit comme ça, et des marloquettes, et donc on s'embrouille. On ne sort pas avec la tête claire. Donc moi, dans ce cours, j'essaie de vous simplifier les choses, de sortir au maximum d'embrouille. Donc il faut comprendre comment ça marche. Alors regardez, je vais donner plusieurs exemples. Il y a des cas que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de question. Exemple, mettre dans une marmite bouillante d'eau chaude, on va dire, qui est sur le feu, une pomme de terre, crue. Ça, il n'y a pas de discussion, ça répond à toutes les conditions de la melacha. Donc là, c'est clair, on applique la définition 100%, donc c'est de Horaïta, c'est une melacha boura, il n'y a pas à discuter. Ça, c'est le cas classique. Deuxième cas, il y a des fois maintenant, on rentre dans des discussions. Alors quand je dis discussion, en général, c'est des discussions de rishonim. Qu'est-ce que c'est un rishon? Les rishonim, c'est à peu près un intervalle, on va dire, entre 800 et 600 ans à peu près. À peu près, oui, bien sûr. C'est une époque, il y a les commentateurs du Talmud. C'est les rishonim. Alors le texte du Talmud, des fois il a plusieurs sens, plusieurs explications. Donc il y a une explication numéro 1, il y a une explication numéro 2. Selon les explications, la halakha va changer. Donc on doit trancher. Alors des fois, c'est pour ça que dans tous les shiurim, surtout ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir qu'il y a beaucoup, à chaque fois je vais dire marloquette. Sur ça, marloquette. Quand je dis marloquette, il ne faut pas s'affoler, c'est-à-dire que ce n'est pas clair noir sur blanc. C'est pas le plus clair possible, c'est ce qui a marqué noir sur blanc dans la Torah. Bon, mais seulement dans la Torah, on ne peut pas comprendre, sans la Gemara. Donc la Gemara nous explique. Donc des fois, c'est clair, tout le monde est d'accord, et des fois, il commence à y avoir des discussions. Donc sur ça, il faut voir après plus tard, dans les Shulchan Aruch, est-ce que ça a été tranché ou ça n'a pas été tranché? Alors des fois, ça a été tranché pour tout le monde, et des fois, ça a été tranché, d'après le Shulchan Aruch, il a tranché d'une manière, et le Rama, il a tranché d'une autre manière. C'est les deux commentateurs du livre du Shulchan Aruch. De là découlent les Sfaradim et les Ashkenazim. Alors je vais donner deux exemples dans les cours qu'on a déjà vus avant. Si par exemple quelqu'un il prend un poulet qui est cuit au tiers avant Shabbat et qui approche ça d'une source de chaleur et qui le cuit complètement, Ma'adim, c'est permis de faire ça ou pas? Permis ou pas permis? Alors la halakha c'est que c'est assourd, mais à la base c'est une marloquette. Ça veut dire il y a des avis
C'est pas comme le cas que j'ai dit tout à l'heure de prendre une pomme de terre crue dans une marmite bouillante. C'est ça que tout le monde est d'accord, il n'y a pas personne qui va permettre ça. Tandis que là, hein, il y a une marloquette. Il y en a qui disent c'est permis, il y en a qui disent c'est interdit. Donc à chaque fois qu'on dit une marloquette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de comprendre pourquoi celui-là dit comme ça et celui-là dit comme ça. En très bref, ouais. Pourquoi celui permet? Parce qu'il te dit, un changement, c'est de passer de cru à peu près cuit. Ça, c'est un changement. Mais quelque chose qui est à peu près cuit à complètement cuit, c'est pas un vrai changement. Donc il n'y a pas de bichoul. Il y en a qui sont qui marloquette. Il y en a qui disent mapitom, toute chose que j'approche le bichoul, que je augmente le bichoul et ça devient bichoul, ça s'appelle melechet bichoul. Quelle différence? Peu importe que ça soit du cru ou du tiers, ou que ça soit du tiers ou la cuisson complète. Dans les deux cas, il y a un changement. C'est vrai que si j'approfondis, c'est pas le même changement. De cru au tiers, c'est un plus fort changement que du tiers à la cuisson complète. Mais quand même, peu importe, il y a un changement ici. Donc ça, c'est un exemple de marloquette qui a été tranché d'après tout le monde. Que d'après tout le monde, c'est melechet bichoul. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Encore une fois, il y a une discussion à la base, mais ilchatiquement, il n'y a pas un ravi comme ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne dira que du tiers à la cuisson complète, il n'y a pas de melechet bichoul. D'accord? Donc ça a été tranché pour tout le monde. Donc c'est différent du cas que j'ai parlé tout à l'heure, qu'il n'y a même pas de marloquette, que c'est évident, qu'il n'y a même pas de discussion. Il y a des choses qui ont une discussion, mais ça a été ilchatiquement, peu importe, ilchatiquement c'est tranché que c'est interdit. Donc de là on a écoulé toute la fois qu'on a vu que si quelqu'un met à l'entrée de Shabbat un tafchil sur la plata qui n'est pas entièrement cuit, qui ne peut pas ouvrir le couvercle, qui ne peut pas remuer, que s'il enlève il ne peut pas remettre, toute la fois qu'on a étudié dans les cours d'avant, que toute chose que je fais qui active la cuisson d'une chose qui n'est pas totalement cuite, c'est melechet bichoul. Il n'y a pas de discussion là-dessus, point de vue halakha. Troisième sujet, c'est qu'il y a une discussion dans les Rishonim, d'accord? Et il y a aussi une discussion point de vue halakha. C'est quoi? C'est le sujet qu'on a vu le cours d'avant, quelque chose qui est liquide. Quelque chose qui est liquide. Qui a déjà été cuit. Une soupe. On va dire, il n'y a rien à l'intérieur, avec une soupe. Elle a été bouillie avant Shabbat. Elle est dans mon frigidaire, je la sors et je la mets sur une plata. Alors ça, il y en a qui disent qu'il y a bichoul, et il y en a qui disent qu'il n'y a pas bichoul. Ceux qui disent qu'il y a bichoul, il y a une maraque, un truc, un bouillon froid, ça ne se voit pas. Donc tout le sens de cuisson du liquide, c'est le fait qu'il soit chaud. C'est pas comme réchauffer un aliment qui est froid. Qu'il y a la cuisson et le réchauffage, c'est deux notions. Et ça, c'est ceux qui interdisent. Ceux qui permettent, ils disent non, sauf, ça a déjà été bouilli, donc c'est comme quelque chose de sec. Marloquette. Laquelle est la halakha? Comment on fait? Le Shulchan Aruch, il a tranché comme ceux qui disent que c'est un interdit de la Torah. Et le Rama, il a tranché que c'est permis, si c'est pas entièrement froid. Donc là, c'est un exemple qui est plus loin. On a aussi une marloquette dans la halakha. Il va y avoir une différence entre le Rama et le Shulchan Aruch, et donc entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'accord? Ensuite, quatrième exemple, il y a des choses qui sont des marloquettes contemporaines. C'est-à-dire que ce n'est pas traité dans le Shulchan Aruch. Ça, des fois, c'est varié. Des fois, ça peut être traité dans les Rishonim, des fois dans les Rishonim qui sont plus lointains. Il y a des discussions, et ça, c'est des discussions dans les Chachmei Zmanenu. Et là, c'est plus difficile à trancher. Donc là, dans le cours, je ne peux pas trancher, bien sûr. Je ne veux pas rentrer, comment on dit, l'olachnis tarosh ben harim, entrer la tête entre les montagnes. Mais donc, je dis les deux avis, et chacun il fait comme son rave. Donc ça, c'est quoi un exemple? Par exemple, qu'on a vu la semaine dernière, un plat qui est fait majorité d'un aliment sec, cuit totalement et froid, avec une sauce liquide, froide, mais en minorité. Vous vous rappelez de ce cas? On a parlé la semaine dernière. Alors ça, c'est des discussions contemporaines, ça. Est-ce qu'on va considérer ça comme la majorité, et donc j'ai le droit de le faire réchauffer, parce qu'on va d'après le solide, c'est-à-dire l'aliment yavesh, sec, qui est froid, que ça d'après tout le monde n'est pas de problème, ou bien est-ce que je vais d'après la minorité du bouillon? Et ça, on a vu, il y a une marloquette contemporaine, et là c'est vraiment des ravanim très récents, et on a vu d'un côté le Rav Ovadia Yosef qui permet, et d'un autre côté on a vu le Rav Messas par exemple, et le Rav Moshe Levi,
qui interdisent, le Mishnah Berurah aussi, qui interdisent. Donc ça, chacun il fait comme son Rav, parce que ça c'est des marloquettes très très récentes que c'est difficile à trancher. D'accord? Ça peut être chacun il suit son Rav. Moi je dis les deux avis qu'il y a qui, Rav va dire il permet, pour le Mishnah Berurah, le Moshe Levi, le Rameshach, ils interdisent, ils disent que ce que sauf il y a du bouillon en face de nous. Donc pour rentrer aussi dans l'explication de ça, c'est assez long, c'est pas possible dans le cadre du Shiur, mais comme ça je dis comment ça marche. Alors est-ce que vous avez compris comment ça marche? Toute la halakha elle tourne autour de ça. Chaque din, des fois c'est clair, des fois il y a des discussions, mais c'est tranché, il n'y a pas de discussion ilkhatique. Des fois, même dans la halakha, il y a plusieurs avis. Et ça dépend, est-ce que c'est les rabbanim d'avant, est-ce que c'est les rabbanim récents. Chaque nekuda, il faut voir. Et il faut voir selon le cas comment voir ça, et essayer de trancher au maximum, d'arriver à quelque chose de clair. Des fois, c'est permis, il y a une khumra, donc je vous dis, est-ce que c'est une khumra khumra, c'est-à-dire, on essaie de faire selon tous les avis, donc des fois, est-ce qu'on doit faire cette khumra, est-ce qu'on ne doit pas faire le khumra? C'est là toute la difficulté de la halakha, à essayer de sortir avec des choses claires en pratique les maaseh. Maintenant, on continue. Mekor haesh. Donc, deuxième sujet qu'il faut voir, c'est la source de la chaleur. Qu'est-ce qui s'appelle source de chaleur? On a dit qu'il faut transformer, on a vu, et il faut transformer avec une source de chaleur. Donc, les choses qu'on a déjà vues dans les cours d'avant, c'est comme ça. Il y a source de chaleur, c'est le feu. Alors la flamme, c'est clair que mettre une marmite sur une flamme, c'est sûr que c'est melechet bichoul, d'accord, c'est vraiment une melacha de bichoul. Et on a vu aussi le soleil, cuire au soleil, d'accord, cuire au soleil, que ça, c'est permis, on a le droit de cuire au soleil. Il y a cuire au feu, il y a cuire au soleil. Pourquoi au soleil on a le droit et au feu on n'a pas le droit? Parce qu'on se réfère toujours au Mishkan. D'accord? Et au Mishkan, c'était avec du feu. Donc on se réfère dans toutes les mélachot au Mishkan. Donc si le Mishkan c'était au feu, c'est le feu. Le soleil, c'est pas du feu. C'est une boule de feu qui se trouve pas dans notre planète, Terre. Donc ça sort du commun, ça ne rentre pas dans les effets du chou. Ensuite, on a parlé des dérivés du feu et dérivés du soleil. Alors, on va commencer par le soleil. Si le soleil s'est permis, donc dérivé de soleil, ça s'appelle toldot achama, dérivé du soleil, c'est interdit par les chachamim. C'est-à-dire quelqu'un qui cuit, exemple, qui prend une plaque, il a fait chauffer au soleil, bouillante, et il casse dessus un œuf, une omelette. C'est un interdit des chachamim. Il cuit. Pourquoi les chachamim ont interdit? Les chachamim, toujours, ils ont une raison quand ils interdisent quelque chose, parce que ça ressemble, si je chauffe une plaque au feu et si je chauffe au soleil, c'est la même chose, ça ressemble. Donc j'en arrivais à cuire avec quelque chose qui est une plaque chauffante, qui est du feu, qui est considéré comme du feu, qui est un interdit de la Torah. Donc chachamim ont interdit le dérivé du soleil. Sur ça, on a parlé de tous les robinets. D'accord, vous vous rappelez? Ouvrir un robinet d'eau chaude le Shabbat. Ça, c'est ce qu'on a expliqué en détail la semaine dernière. Ouvrir un robinet. Comment on ouvre un robinet pendant Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un robinet d'eau chaude qui est fait à base de chauffe-eau avec capteur de soleil ou avec ou bien avec un chauffe-eau qui est chauffé au feu? De là découle tout ça à la fois. Donc ça c'est le soleil, ça c'est le dérivé du soleil. Maintenant, on va traiter le dérivé du feu. Ça s'appelle toldot aour. D'accord? Toldot aour. Toldot aour, c'est-à-dire dérivé du feu. Alors là, tout ce qui est électricité, ça rentre dans le dérivé du feu. Donc toutes les sortes de plaques chauffantes qui peuvent exister, plata ou toutes les sortes de choses électriques avec résistance, avec un gouffre-mount, tout ce qui est résistance. Donc c'est exactement comme ce qui est fait à base de chashmal, c'est l'électricité. C'est un interdit de la Torah. Si j'approche de cette source-là quelque chose et que je transforme selon toutes les règles qu'on a vues dans les cours d'avant, liquide, solide, objet. Donc si j'approche de cette source de chaleur, je ne suis pas obligé que ça soit une vraie flamme. Même si c'est un dérivé de la flamme. Qu'est-ce qui s'appelle dérivé du feu? Tout plaque chauffante, électrique, résistance, tout ce qui est ça rentrera dans toldot à pour.
dérivé du feu. Et donc, si j'approche de cette source de chaleur, ce sera un interdit de la Torah si jamais je fais quelque chose, un bichoul. D'accord? Maintenant on continue. Si j'ai un puits riche, alors c'est quelque chose qui était sur le feu. J'ai une marmite d'eau bouillante, on va dire, j'ai fait bouillir avant Shabbat. Maintenant elle se trouve sur le feu pendant Shabbat. Maintenant tout ce que je fais, je prends cette marmite, je la retire du feu. Alors, comment je veux définir cette marmite-là? Et que maintenant je veux mettre quelque chose dans cette marmite. C'est-à-dire, je ne suis plus à côté de la flamme. Dans les cours d'avant, on n'est pas rentré dans les détails, on a toujours dit à cause d'une flamme, à côté d'une flamme. Maintenant, tout le cours de maintenant, c'est ce qu'on va essayer de voir, toutes les dérivés de est-ce que ça s'appelle source de chaleur ou ça ne s'appelle pas source de chaleur. On va voir plein de cas possibles. Et tous ces cas-là, donc il va falloir appliquer tout ce qu'on a vu dans les cours d'avant. Est-ce qu'il y a bichoul ou il n'y a pas bichoul? Donc il faut d'abord répondre à la réponse de ce qu'il y a bichoul. Et après, s'il y a béhémet, ça répond aux critères de bichoul. Si je veux mettre dans tous ces dérivés-là, il va avoir la mélacha de bichoul. Il faut les deux conditions. Donc maintenant, on commence de descendre du plus haut niveau à l'athlète. On va descendre de niveau, de source de chaleur. Donc qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant en source de chaleur? On a vu le soleil qui est permis. On a vu le dérivé du soleil qui est interdit par les chachamim. On a vu la flamme, que ça c'est le cas classique, Barour de Oraïta, Barour, Melacha. Maintenant on va voir, on a parlé aussi des dérivés de la flamme, qui est tous les systèmes avec résistance et plaques électriques et tout ça. Maintenant on va parler d'une marmite qui était sur le feu et qu'on a enlevé du feu. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai une marmite bouillante avec de l'eau bouillante. D'accord? Et maintenant je veux mettre quelque chose de cru dans cette marmite. Alors là il faut une condition pour que ça s'appelle dérivé du feu. Quelle est la condition? Il faut que c'est une notion qu'on a vue dans les cours d'avant, on a vu ça dans un autre cas, mais elle s'applique aussi dans ce critère-là. C'est le fameux Yad Soledet Bo. Si vous vous rappelez, un des cours, je ne sais pas si c'est le cours de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a expliqué qu'est-ce que c'est Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo, c'est-à-dire que la main ne supporte pas à l'intérieur. Soled, ça veut dire ne pas supporter. La main, un degré de chaleur que la main ne peut pas supporter à l'intérieur. Alors, écoutez les cours de la semaine dernière, on a développé, on est arrivé à la conclusion qu'il y a 2 avis, 45 degrés, 65 degrés. Donc maintenant, puisqu'on va parler on veut savoir à quel niveau ça s'appelle dérivé de la flamme. Donc, pour que ça soit dérivé du feu, c'est notre cas à nous, c'est notre marmite qui était sur le feu et qui est encore bouillante, tant qu'elle est à 45 degrés, ça s'appelle chaud, suffisamment chaud pour s'appeler dérivé du feu. Nous, on a vu cette notion pour définir qu'est-ce qui s'appelle cuire un liquide. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'appelle cuire un liquide? On a dit cuire un liquide, c'est passer de 0 degré, enfin 0, 5 ou 10, peu importe, à 45 degrés. Ça s'appelle que là, il y a eu un changement dans l'eau. Ça, on a utilisé la notion de 45 degrés pour dire qu'il y a une transformation dans l'eau. Maintenant, on prend cette notion, on va l'appliquer dans un autre sujet. Qu'est-ce qui s'appelle dérivé du feu? Alors, seulement quelque chose qui sera 45 degrés, c'est assez chaud pour s'appeler dérivé du feu. C'est quoi la dérivée? C'est de l'eau bouillante. L'eau bouillante, ça cuit. C'est pas obligé que ça soit sur du feu pour que ça cuise. Parce que lorsque ma marmite elle se trouve sur le feu, c'est vrai que c'est l'eau bouillante qui cuit. Mais la source de chaleur, c'est pas l'eau, c'est la flamme. D'accord? Maintenant, lorsque je retire ma marmite de la flamme, qu'est-ce qui va cuire? La flamme, elle n'est plus là. J'ai posé ça sur le plan de travail. Seulement ma marmite, elle est encore bouillante. Elle fait plus que 45 degrés. Lorsque je veux mettre quelque chose à l'intérieur, cru, ça cuit. Donc c'est Melechet Bichoul. Malgré qu'il n'y a pas de flamme. Si ce n'est pas Yad Soledet Bo, c'est-à-dire que si c'est en dessous de 45 degrés, c'est encore un peu chaud, c'est on va dire 30 degrés, j'ai le droit de mettre quelque chose de cru à l'intérieur. Parce que, quelle est l'explication pourquoi j'ai le droit? Parce que ça ne s'appelle pas source de chaleur. Parce que pour que ça s'appelle source de chaleur, il faut que ce soit minimum 45 degrés. Dès que c'est 45 degrés, ça s'appelle source de chaleur.
c'est quoi la source de chaleur? C'est l'eau bouillante, c'est une dérivée parce que c'est l'eau qui a été chauffée par la flamme. D'accord? Donc c'est un interdit de la Torah, Mishum Mevachel. Comment il s'appelle en halakha ce critère-là? Ce stade, ça s'appelle Kli Rishon. Kli, c'est en hébreu un ustensile. Rishon, c'est premier. Alors, quand je dis premier, c'est ce qu'on a dit. On passe de la source, je descends d'un niveau. C'est pas vraiment la source, c'est pas vraiment la flamme. Mais c'est le Kli premier, c'est-à-dire c'était le même ustensile qui était sur le feu tout à l'heure. Donc ça s'appelle Rishon. Donc Kli Rishon, c'est Mevachel. Sur ça, il n'y a pas de discussion. C'est clair, donc c'est comme ça là. Ça, c'est le digne de Kli Rishon. Maintenant, on avance de niveau. Si je prends cette marmite là qui est bouillante, Kli Rishon, et que je verse, d'accord, verser sur un aliment. Je prends une assiette et j'ai un aliment qui est cru. Je prends cette marmite d'eau bouillante qui fait 45 degrés que j'ai retiré du feu et je verse sur l'aliment cru. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment Shabbat? Il y a quelqu'un qui sait la réponse? David? Hein? Il y a quelqu'un qui sait, est-ce que j'ai le droit de verser d'un Kli Rishon sur un aliment cru? S'il est hors du feu, non? C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit, c'est en dehors du feu. Tout à l'heure, on est passé à l'état que je mets un aliment cru dans ce Kli Rishon là, dans cette marmite. Maintenant, je ne mets pas dans la marmite, cet aliment, il est dans un verre ou dans un récipient. Je verse de la marmite directement sur l'aliment. C'est? Est-ce que ça le cuit quand même? Est-ce que c'est interdit ou pas? Est-ce que ça va cuire? Alors là, hein, on rentre dans une marloquette. D'accord? Comme je l'ai dit, tout le cours il va être rempli de marloquettes aujourd'hui. C'est ça que j'ai dit, c'est un peu compliqué, mais si vous comprenez comment ça marche, c'est simple. Ma grande marloquette est là dans les Rishonim. Est-ce que le fait de verser, ça fait descendre de statut du Kli Rishon? On a dit tout à l'heure que le Kli Rishon c'est Mevachel. Est-ce que le fait de verser, c'est exactement comme si j'avais mis l'aliment cru dans le Kli Rishon? Mettre dedans ou verser, c'est pareil? Ou pas? Il y en a qui disent, c'est exactement comme le Kli Rishon. Il y en a qui disent, c'est pas du tout comme le Kli Rishon, ça ne cuit pas. Marloquette. D'accord? On ne va pas rentrer là dans le détail, quelle est la preuve de chacun. C'est une marloquette. Comment on tranche cette halakha? Par contre, cette halakha elle a été tranchée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des fois des marloquettes et ça a été tranché à la fin et tout le monde est d'accord. Comment on a tranché la halakha là-dessus? C'est Mevachel Kede Klipa. C'est en hébreu, ça veut dire quoi? Ça cuit une pellicule. Si vous avez fait des fois un exemple, il y en a avant de cuire les poulets, ils veulent que, comme le poulet il est sale, donc on veut bien le nettoyer. Donc on met ça on verse dessus, on fait chauffer une bouilloire et on verse sur le poulet comme ça, de l'eau bouillante, pour le nettoyer. Qu'est-ce qui se passe lorsque je verse de l'eau bouillante de la bouilloire sur le poulet? Vous voyez ce qui se passe? Il y a une petite pellicule comme ça qui est blanche. La couleur du poulet elle n'est pas très blanche lorsque c'est cru. Dès que ça commence à cuire, ça devient blanc. Et bien, dès qu'on verse quelque chose de bouillant dessus, la pellicule du poulet, il y a une sorte de pellicule qui est un petit peu blanc comme ça. Ça a cuit. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas vraiment cuire le poulet, mais ça cuit une pellicule du poulet. Donc si maintenant, ça c'est comme ça que ça a été tranché là à la fin. Puisqu'il y en a qui disent ça cuit pas du tout, il y en a qui disent ça cuit, comme le Kli Rishon, donc on fait le chemin du milieu. On prend les deux déotes en même temps, et on arrive à une synthèse des deux, c'est-à-dire que ça cuit pellicule, qui est des clipas. On va toujours maintenant employer la chambre du... Rappelez-vous, ça c'est des phrases clés. Il y a Kli Rishon et il y a Kede Klipa. En hébreu, ça s'appelle verset Irouille. C'est-à-dire, il y a Kli Rishon, c'est-à-dire prendre un ustensile qui était sur le feu, que je l'enlève du feu, que je mets à l'intérieur. Ça c'est cuire dans un Kli Rishon. Et il y a verser d'un Kli Rishon qui cuit une pellicule, c'est-à-dire Irouille mi Kli Rishon, Mevachel Kede Klipa. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, point de vue Shabbat,
Du moment que ça cuit une pellicule, donc ça s'appelle cuire. Quelle différence si c'est une pellicule ou si c'est 10 kilos? La partie extérieure fine autour, je l'ai cuit quand j'ai versé dessus. Donc c'est interdit. Donc si je reprends, si j'ai un cli, un ustensile qui était sur le feu et qui arrivait à une température de yad soledet bo, c'est-à-dire minimum 45 degrés, je prends ce marmite, si je le mets à l'intérieur, tout le monde est d'accord que c'est bichoul gamour, c'est un vrai cuisson. Ça cuit, c'est la dérivée du feu. Si je verse ça sur un aliment cru, marloquet, à la fin ça va être étranger que ça cuit une pellicule. Donc c'est interdit d'après tout le monde de verser d'un clérichon direct sur un aliment qui est cru. Donc maintenant un cas pratique là-dessus. Verser d'un clérichon, c'est un peu... c'est pas tellement très pratique, mais le cas classique, c'est que si on a un mecham d'eau chaude Shabbat, c'est-à-dire la bouilloire de Shabbat, là, comme l'eau chaude. Quel est le titre? Comment vous la mettez? Quel titre ça a de bichoul, cette bouilloire là? Ça s'appelle quoi? Parlez fort, j'entends rien. C'est un clérichon, c'est même mieux qu'un clérichon. Pourquoi? Parce que c'est un clérichon sur le feu. Parce que la bouilloire, il y a une résistance là-bas dans la bouilloire. Donc c'est comme un clérichon qui se trouve sur le feu. C'est le premier stade. Lorsque j'ouvre mon robinet là-bas, je fais un irouille d'un clérichon. Donc si maintenant j'ai un verre, et que dans ce verre il y a quelque chose là-bas qui s'applique dessus, tous les cours qu'on a vus la semaine dernière, bichoul, qui aurait dessus bichoul, et que je verse, j'ouvre le robinet, et que je mets ça en dessous du robinet, c'est exactement le cas qu'on est en train de parler maintenant, c'est verser. Le robinet, il fait que ça découle directement du clérichon, qui se trouve en fait sur le feu, là-bas, la résistance électrique. Et donc, je n'aurai pas le droit de mettre quelque chose de cru en dessous de ce robinet de bouilloire électrique pendant Shabbat. D'accord? Donc ça, c'est le cas classique de Iroui Mevachel Kedek Klipa. Maintenant, on continue. Sur quoi? Sur quel aliment on va dire qu'il y a un Iroui? Alors, d'après tout le monde, si j'ai un aliment solide, cru, et que je verse dessus d'un clérichon, tout le monde est d'accord qu'il y a bichou. Maintenant, quel est le din, quelle est la halakha dans quelque chose de liquide? C'est-à-dire, on va prendre le cas que je viens de parler tout à l'heure, la bouilloire électrique, et j'ai un verre, on va dire j'ai un verre avec un fond d'eau du robinet, qui n'a jamais été cuit. Est-ce que j'aurai le droit de verser, d'ouvrir le robinet en fait, et donc ça fait un irouille d'un clérichon sur ce liquide, qui n'a jamais été cuit? D'accord? C'est exactement ce qu'on est en train de parler, j'ai de l'eau. Seulement tout à l'heure j'ai parlé de l'exemple du poulet qui était un aliment qui est dur, cru. Maintenant je suis en train de parler d'un aliment qui est liquide. Dans tout cas le bichoul, ça, il faut bien, ça revient dans tout le bichoul, toujours de faire la différence entre un liquide et un solide. Il y a beaucoup de différences. Donc maintenant ici pareil. Irouille d'un clérichon, c'est-à-dire que je verse d'un clérichon, c'est-à-dire en plus qui est sur le feu, c'est ma bouilloire électrique. Je verse ça dans un verre où il y a de l'eau du robinet qui n'a jamais été cuit. Est-ce qu'on va dire appliquer le din de Irouille qui va être Mevachel Kedek Klipa, oui ou non? Alors là aussi il y a une marloquette. Il y en a qui disent que dans le liquide, on ne dit pas que c'est Mevachel Kedek Klipa. Et il y en a qui disent que même dans le liquide on dit. Alors, là, il faut expliquer un peu quelles sont les logiques. La logique, elle est qu'il y a une grande différence entre un liquide et un solide lorsque je verse dessus. Lorsque j'ai un solide, ça ne bouge pas. Donc, le liquide qui tombe d'en haut, il tape sur un endroit et l'endroit, il ne bouge pas. Donc, si l'endroit, il ne bouge pas d'un côté en bas et que ça tape d'en haut, à l'endroit où ça tape, ça cuit une pellicule. Tandis que s'il y a de l'eau, là où ça tape, ça bouge. Et là où l'eau, c'est toujours en mouvement. Donc, puisque c'est toujours en mouvement, il y en a qui disent que ça ne cuit pas. Parce que ici, ce qui cuit, c'est juste une pellicule. Mais là, puisque ça bouge, donc la goutte qui a tapé sur la goutte qui était à l'arrêt, enfin à l'atterrissage, ça a bougé. Maintenant, une nouvelle goutte qui arrive, après une nouvelle goutte qui arrive. C'est toujours ça, c'est un mouvement, le liquide. Donc, pardon? Quelqu'un qui demandait quelque chose? Ça bouge. Donc si ça bouge,
il n'y a pas de bichoul. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bichoul. Dans quel cas, je répète, de quel cas je parle? Que je verse directement d'un klérichon sur un liquide. Il y en a qui disent, liquide ça bouge, ça ne frappe pas. Si ça ne frappe pas, il n'y a pas de marloquette, donc il n'y a pas de héros. Et donc c'est permis, il n'y a pas de bichoul. Par contre, il y en a qui disent que non. Ça dépend de quel cas on parle. S'il y a beaucoup d'eau froide, c'est-à-dire que j'ai un verre, on va dire que je le remplis aux 3/4, plus que la moitié, et que je verse un peu d'eau chaude dedans, alors là, puisqu'il y a beaucoup d'eau froide, c'est sûr que ça, et aussi ça bouge, donc ça ne va pas arriver à l'eau qui est rentrée à l'intérieur, qui est chaude, n'a pas la force de faire réchauffer tout le liquide qui est en bas. Ça a un rapport avec aussi une notion qui s'appelle que celui qui est en bas, il surmonte, il a plus de force. Parce que comme ça a été tranché là, là-bas. Donc on a d'un côté plusieurs éléments ici. Beaucoup d'eau en bas qui est froid. Ça se trouve en bas. Et il y a de l'eau chaude qui arrive et qui tape un liquide en petite quantité. Là, tout le monde est d'accord qu'il n'y aura pas de bichoul. Quand est-ce que ceux qui sont en marloquette, ils diront qu'il y a bichoul même dans le liquide? Lorsque j'ai un peu d'eau froide et que je veux mettre beaucoup d'eau chaude. Donc j'ai un verre avec un fond d'eau froide. Un petit fond d'eau froide dans le verre. Et je remplis un verre entier du méram d'eau bouillante. Alors là, ceux qui sont en stream, ils disent c'est vrai que c'est du liquide, c'est vrai que ça bouge, mais la quantité qui descend, c'est sûr que ça va faire cuire l'eau aussi qui est en bas. Et ça, c'est une marloquette très intéressante qui est très difficile à expliquer. Ben, ceux qui sont matériels dans ce cas-là, ils disent non, ça bouge, c'est celui qui est en bas. La question elle est, est-ce que celui qui est en bas, dans tous les cas de figure, il prend le dessus ou pas? Donc, si je résume, beaucoup d'eau froide en bas, avec un petit peu d'eau chaude qui descend de Irouille, d'après tout le monde, il n'y a pas de bichoul. Plusieurs raisons. C'est en bas, le bas ça a plus de force, la majorité de l'eau elle est froide, et c'est liquide, et le liquide ça tape à sa bouche. Donc ces trois choses ensemble, ça fait que c'est permis d'après tout le monde. La discussion elle va être dans un cas où j'ai un petit peu d'eau froide, et beaucoup d'eau chaude qui arrive d'en haut. Là, ceux qui disent que ça bouge et ça ne cuit pas. On regarde toujours ce qu'il y a en bas, et on regarde que le liquide bouge, donc ça ne cuit pas. Et il y en a qui disent beaucoup d'eau chaude sur un petit peu d'eau froide, ça va cuire. Marloquette. Et là, hein, pour trancher la halakha, étant donné que c'est un Issour Torah, donc la plupart des poskim disent que puisque c'est un interdit de la Torah, et que c'est très difficile à trancher ici, donc on revient au klal, à la règle de Safek de Oraita la Khumra. C'est-à-dire qu'on craint, dans un cas, encore une fois, dans quel cas je parle, quand j'ai un petit peu d'eau froide en bas, et beaucoup d'eau chaude en haut. Donc il y en a qui disent que c'est bichoul, même si c'est du liquide, parce que quand même il y a beaucoup d'eau chaude qui arrive. Donc la halakha, on tranche à la halakha que dans ce cas-là, c'est bichoul. Donc tout va dépendre de la quantité que j'ai en haut. Si j'ai, exemple, des fois il y en a qui ont de l'eau froide, ils veulent que ça soit un petit peu chaud. Donc on a un verre qui est rempli aux 3/4. On va dire que quelqu'un il a fait un café, il a fait du lait comme ça, un petit choco avec du lait froid en bas. On va mettre le lait, c'est un mauvais exemple. De l'eau. D'accord? Il a pris de l'eau, 3/4 rempli, froid. Et il veut que ça soit un petit peu chaud, un petit peu tiède. Donc il va sur la bouilloire, la fameuse bouilloire de Shabbat, il ouvre le robinet et il met un petit peu d'eau chaude. Ça c'est permis d'après tout le monde. Par contre, si vous vous rappelez, on a parlé dans les cours de Sochet de la citronnade. Donc on ne va pas dire qu'il a pressé le citron pour ne pas rentrer dans l'histoire, mais quelqu'un va dire qu'il a un jus de citron comme ça déjà prêt. Il met un jus de citron, donc le jus de citron il n'a pas été cuit. Il prend un verre du placard et il remplit un fond de jus de citron. Et après il va au robinet d'eau chaude et il verse du robinet d'eau chaude un verre entier d'eau chaude. Matin au rime. C'est permis ou pas? Tout le monde est d'accord ou pas? C'est interdit. C'est interdit, pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Je reprends mon cas. J'ai un verre avec un fond de citronnade. Donc citronnade, ça n'a jamais été cuit. Oui, c'est de la citronnade.
il y a un petit fond, et après je vais vers la bouilloire, et je verse ma bouilloire, et je me fais un verre entier de citronnade bouillante. C'est assaut. Nahon. Pourquoi? Parce que si on prenait du jus de citron directement du citron, on pourrait avoir des petits morceaux de citron dans le verre. Et on cuirait les morceaux. J'ai dit que je ne vais pas rentrer dans les complications. Je l'ai fabriqué, ouais, je l'ai fabriqué avant Shabbat, ma citronnade. Fabriqué avec franchement. Faut pas en rentrer. On a parlé de ça, Il y a trop peu de. Que ça cuit quand même. Pardon? C'est pas le même. Ce sont pas du tout les mêmes liquides. C'est pas comme le cas de tout à l'heure avec l'eau froide et l'eau chaude. Pourquoi? Non, c'est pas du tout c'est pas la même. Non, c'est pas la même chose. Un jus de citron, c'est pas de l'eau. D'accord. Autre chose dans un jus de citron. Non, c'est pas pareil. C'est froid. Ouais, mais c'est quand même pas la même matière. Donc on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Oui, mais alors je reprends. C'est pas la même matière. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reprends. Tout à l'heure, on a dit que si j'ai un fond d'eau, j'ai un petit fond d'eau, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de verser dessus une eau bouillante de la bouilloire directement sur ce fond d'eau? Je vous demande. Est-ce que j'ai le droit de verser de la bouilloire sur ce fond d'eau? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu d'eau. D'accord? Puisque c'est un petit peu d'eau et c'est beaucoup d'eau chaude, donc on a ici un bichoul. On a vu c'est une marloquette, c'est une discussion, mais on a dit, puisque c'est un interdit de la Torah, donc on tranche qu'un petit peu d'eau froide en bas et beaucoup d'eau chaude qui arrive d'en haut, c'est un interdit de la Torah. On est mahmir, on va d'après ça fait de Raïda la pour moi. Donc d'après la halakha, on tient que c'est assaut. Donc maintenant ma citronnade, c'est exactement pareil. Le citron, la citronnade, est-ce qu'elle est cuite ou elle n'est pas cuite? C'est cru, ça n'a jamais été cuit. Donc, si je prends cette citronnade et que je l'amène sur une source de chaleur et qu'elle va arriver à une température de 45 degrés, ça s'appelle cuire. D'accord? Alors là, ce que j'ai fait, c'est ça le sujet qu'on est en train de traiter. Je n'ai pas versé la citronnade dans une marmite bouillante sur le feu. J'ai versé d'un klirichon sur un fond de citronnade. Donc là, on rentre dans une marloquette. C'est-à-dire que ça s'appelle irouille, versé directement d'un klirichon sur un liquide en petite quantité. Ça veut dire que si maintenant j'avais une citronnade qui était remplie aux 3/4 et que je mette un peu d'eau chaude dedans, est-ce que j'ai le droit? Ah oui? Ben, on a le droit. Plus de citronnade que d'eau. Voilà. On va dire que... La température ne va pas arriver à 45. Voilà. C'est-à-dire que j'ai ma citronnade du frigidaire remplie plus que la moitié et que je veux mettre un petit peu d'eau chaude bouillante dessus direct, c'est permis d'après tout le monde. Ah, pourquoi? On a dit tout à l'heure que verser d'un klirichon, c'est bichoul. Parce que là, il y a beaucoup de citronnade et elle est froide et que c'est juste un irouille sur un liquide et ça bouge. Les trois choses qu'on a expliquées, les trois choses ensemble, ça fait que c'est permis. Donc tout va dépendre de la quantité que j'ai en bas. Est-ce que j'ai une petite quantité ou est-ce que j'ai une grande quantité? C'est clair pour tout le monde? Oui? On avance. Maintenant, on passe à... On a parlé de klirichon, on a parlé de irouille de klirichon, versé. Maintenant, on va parler du kli-sheni. Ça, c'est sûr que vous avez tous entendu parler de ce principe-là. C'est quoi un kli-sheni? Kli-sheni, c'est-à-dire deuxième ustensile. C'est-à-dire, je prends un verre du placard qui est sec, complètement sec, d'accord? Et je remplis maintenant de la bouilloire électrique, de la bouilloire enfin de Shabbat, là, du Mecham, je remplis ce verre d'eau bouillante. Donc maintenant, l'eau bouillante qui était dans le klirichon, il se trouve maintenant dans un kli-sheni. D'accord? Ça s'appelle kli-sheni. Pourquoi sheni numéro 2? Parce que par rapport à la source qui est bichoul, c'est-à-dire le numéro 1 qui est sur le feu, maintenant j'ai transféré tout ce qu'il y avait dans ce klirichon dans un autre verre qui était complètement sec. Maintenant l'eau elle est bouillante, mais ça se trouve dans un récipient qui est complètement du placard, je l'ai pris. C'est pas du tout sur une source de chaleur. Ça s'appelle kli-sheni. Donc la question elle est maintenant, est-ce que j'ai le droit de mettre dans ce kli-sheni un
aliment qui est cru. Alors là, pour expliquer le din, il faut revenir à la Gemara. La Gemara, elle raconte une histoire qu'il y avait un rave qui avait besoin d'huile bouillante le jour de Shabbat. Et il avait son élève avec lui. Et il lui a demandé, est-ce que tu peux mettre cette huile dans un kli-sheni? C'est-à-dire que prends un kli-sheni, mets-la d'eau bouillante, il y avait là-bas un klirishon, remplis-la d'eau bouillante et trempe ta petite flacon d'huile dedans dans son kli-sheni. Comme ça, ce rave a dit à son talmid le jour du Shabbat. De là, la Gemara, elle apprend, Shma Mina, on apprend de là plusieurs choses. Et une des choses que la Gemara, elle apprend, c'est une Gemara dans la Masechet Shabbat. Kli sheni eno mevashel. Comme ça, la Gemara, elle dit clair. Le kli sheni ne cuit pas. Maintenant, de quel degré on parle ici, le kli sheni? Bien sûr qu'on parle même d'un degré qui fait même 100 degrés. Parce que la Gemara ne fait pas de distinction. La Gemara ne dit pas un kli sheni qui fait moins. Parce qu'ici, c'est moins que Yad Soledet. Alors même le kli rishon ne cuit pas. Donc forcément, lorsqu'on vient dire un kridouche, de dire que le kli sheni n'est pas mevachel, c'est peu importe le degré. On n'a pas fait distinction de degré. Donc quand la Gemara nous dit que ça ne cuit pas à tous les degrés. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Ouais, ça c'est un des sujets qui est assez chaud dans le bichou. Pourquoi un kli sheni, ça ne cuit pas? Alors il y a un Tosfot. Tosfot, c'est le commentaire qui se pose sur la Gemara. Tout de suite, il pose la question, il fait, je ne comprends pas, un kli sheni qui est bouillant, quelle différence avec un kli rishon? Les deux, c'est de l'eau bouillante. Donc le kli rishon est cuit, le kli sheni est cuit pas. Je mets une pomme de terre dans le kli rishon, je verse d'un kli rishon, ça cuit. Et si je trempe ma pomme de terre dans ce verre là que j'ai sorti de l'armoire et que j'ai versé dessus de l'eau bouillante de kli rishon, ça cuit pas. Alors Tosfot, il dit une réponse très intéressante, c'est en fait la base de tout ce qu'on va voir par la suite. Ils disent comme ça. Kli rishon, il y a une différence essentielle entre un kli rishon et un kli sheni. Le kli rishon, les parois du kli, de l'ustensile. Les parois, et quand je dis parois, c'est toutes les parois, que ce soit la paroi du bas ou que ce soit les murs, les tfanot, toutes les parois toutes les parois de l'ustensile. Ils ont été sur le feu. Amdou alaesh. Et alors? Et bien, quand ça tient sur le feu, ça met du temps à se refroidir. Et alors? Puisque ça met du temps à se refroidir, donc le temps que ça met pour se refroidir, ça cuit. C'est pour ça que le kli rishon qu'on a enlevé du feu, ça cuit. Parce que jusqu'à ce que les parois elles sont bouillantes, elles étaient sur d'une flamme ou sur une source de chaleur, on a chez une plaque chauffante. Donc ça met du temps à se refroidir. Donc mais là, ça a une force de cuire. Ça a une force de cuire et ça cuit. Par contre, le kli sheni, toutes les parois elles sont froides. J'ai pris ça de l'armoire, elles sont froides. Même si je mets quelque chose de bouillant à l'intérieur, cet ustensile n'a pas la force de cuire. Puisque étant donné que toutes les parois sont froides, toutes les parois du kli, ils ont une influence sur tout le contenant. Ouais, il a une influence sur le contenu. Et donc, ça fait que le contenu, qui est en fait une genre de dérivé de chaleur, n'a pas la force de cuire. Ça, c'est l'explication de Tosfot, que kli sheni eno mevashel. Si vous voulez comprendre ce principe, faites l'expérience avec une soupe bouillante qu'on verse dans une assiette. Une soupe bouillante que je verse directement d'une marmite sur une assiette. Dès qu'on verse la soupe et que je prends une cuillère, si je mange sur les côtés, j'arrive à manger la soupe sans problème. Si je prends vraiment sur le côté de l'assiette, sur les pourtours de l'assiette. Par contre, si je mets ma cuillère au milieu de l'assiette, c'est bouillant, je me brûle la langue. Comment ça se fait? C'est la même soupe. Ouais, si vous avez déjà essayé. Prendre la cuillère. Quand on était enfant, oui. Enfant, on l'a déjà fait. Au fond, quoi? J'ai dit, quand on était enfant, c'est ce qu'on faisait. Voilà. Pourquoi on arrive à verser la même soupe? Je viens de la verser. La même soupe, ouais. Mais puisque les parois sont froides, donc au moins sur le pourtour, ça agit directement. Et donc en fait, tout le pourtour de ma soupe que j'ai versée dans le kli sheni devient froid. Et donc, quelle influence ça a? C'est vrai que l'intérieur, il est encore bien bouillant. Mais cuire, ça ne peut pas cuire. Ça a perdu la force de cuire. Ça, c'est Tosfot, comme ça, ils expliquent. Ça, c'est la différence qu'il y a entre un kli sheni
et un kli rishon. Donc si je mets quelque chose de cru dans cet ustensile qui s'appelle kli sheni, c'est permis pendant Shabbat. Maintenant on n'a pas fini. Donc, on va arriver à encore plein de détails à rajouter là-dessus. Mais déjà c'est la Gemara. Ça c'est la Gemara qui dit ça et ça c'est clair. Maintenant il y a des exceptions. Ça voudrait dire que si on prend l'exemple. Un peu plus fort, j'entends très mal, très bas. Ça veut dire que si on reprend l'eau bouillante qui était J'entends rien du tout. Plus fort. Et le casque il est mal réglé ou? Vous m'entendez bien là? Un peu plus fort, vous avez parlé de cri même, un peu plus fort. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. La deuxième attention plus fort. Ah, c'est moi? Alors une seconde. Non, il est au max mon son. Ouais, voilà. C'est bon, posez la question. Ma question c'est si on était dans le cas précédent, il n'était pas possible. L'eau bouillante. J'entends rien du tout. Top. Directement, l'eau était dans la bouillante, on peut pas directement rester sur un fumée par exemple. D'accord. Oui. L'eau de la bouilloire, Mhm. on renverse directement ça sur le poulet. Oui. Donc là c'est permis en fait. Ça, c'est interdit. C'est interdit, mais pourtant il va faire un cliché du coup. Parce qu'on a transmettre l'eau de la bouilloire dans une bouilloire. On a versé de l'eau chaude sur le poulet quand même. Il a fait. Alors je reprends la différence. Ça n'a rien à voir avec le chef. Il y a une grande différence. C'est vrai, apparemment ça ressemble. Ce qui demande, je ne sais pas qui c'est qui demande, mais dans la question qui demande, mon poulet il se trouve dans un cliché en fait. Dans le cas de tout à l'heure. Non, pardon, c'est pas ça. Alors il y a une différence. C'est que l'eau chaude, je la verse directement où est-ce qu'elle atterrit, sur le poulet direct. Donc là il n'y a pas de paroi, il n'y a rien. Toute la question elle est entre le jet et la chose qui est crue. Tandis que cliché, mon poulet pour l'instant il reste de côté. Je remplis ce deuxième récipient que j'ai pris de mon armoire, tout sec, tout froid. Je verse dedans de l'eau bouillante et après je mets mon poulet dedans. Non mais d'accord, mais ma question c'est à partir de ce qu'il est chez eux, Oui. on renverse directement sur le poulet direct. Enfin, c'est deux étapes très rapidement. Du coup, l'eau est quand même très chaude. Et a fait, ça c'est la question de Tosfot. D'accord, et ça c'est permis en fait. C'est permis, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est la question de Tosfot. C'est pour ça que j'ai ramené la Gemara et le Tosfot pour bien comprendre. C'est que ici le chidouche qu'il y a, alors Tosfot il demande quelle différence. C'est exactement cette question. Je fais deux étapes simultanées. L'eau elle est encore bouillante. Seulement étant donné que l'eau lorsqu'elle atterrit dans le kéli, tout le pourtour il est froid, ça fait que mon ustensile qui s'appelle Klisheni a perdu la force de cuire. D'accord, mais malgré une pellicule se tend sur le poulet, Une quoi? Je n'entends plus rien là. Non, plus rien. Bon, la prochaine fois. Donc on continue. Il y a des exceptions dans le cliché. Bon, sur ça aussi on revient à la Gemara. La Gemara elle nous dit comme ça. Quelqu'un qui a un poisson qui est très très salé. Il est immangeable comme ça. Très 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 salé. Et en fait, pour qu'il devienne mangeable, qu'est-ce qu'on fait? On verse, on met dessus. Ouais. On verse d'un cliché. Vous m'entendez mieux, pardon? Ah, maintenant oui, j'entends mieux, ouais. D'accord. Alors reprends la question. Ah, ok, ma question en fait c'est juste le fait que vous pouvez sur le poulet sans le poulet. Enfin, je veux dire, on renverse l'eau du cliché sur le poulet. Ouais. D'accord. Pellicule se forme sur le poulet. Est-ce que ça c'est problématique ou pas finalement? Alors très bonne question. Maintenant, vous arrivez au quatrième étape. C'est-à-dire, on a parlé d'un klirishon, verser d'un klirishon, mettre dans un klisheni, on a demandé verser d'un klisheni. Ouais. Alors à plus forte raison que c'est pas problématique. Ouais,
Si déjà du Kli Rishon, c'était à discuter quand on verse, donc du Kli Sheni, mettre à l'intérieur, on a dit que c'est permis, donc c'est sûr que verser, ça sera permis. C'est une bonne remarque. Ça s'appelle Irouï Mikli Sheni. D'accord? C'est une bonne remarque parce qu'on va l'utiliser par la suite. Justement, ce que je viens de parler maintenant, la Mishnah, elle traite d'un cas d'un poisson qui est très très salé, qui est immangeable. Mais puisqu'on l'a déjà bien salé, donc il ne lui faut pas beaucoup de chaleur pour que ça cuise. Il lui faut un petit peu. Ça s'appelle en Mishnah Koulias Aispenin. C'est un genre d'un petit poisson salé à l'époque de la Gemara. Peu importe le nom. Maintenant, la Gemara, elle dit clairement, noir sur blanc, la Mishnah, que si je verse d'un Kli Sheni, justement ce que je vais me poser comme question, si je verse d'un Kli Sheni sur ce poisson, c'est un interdit de la Torah de Bichoul. En la chante de la Mishnah, c'est Kafan. Hadachatan Zohi Gmar Melachtan. Koulias Aispenin. D'accord? C'est-à-dire que je verse d'un Kli Sheni et ce poisson-là il cuit. Et donc c'est un interdit de Bichoul. Alors là, est-ce que ça rentre en contradiction avec ce qu'on vient de voir, que du Kli Sheni déjà il n'est pas mévachel, donc ça fait fort raison quand je verse du Kli Sheni. Alors là, l'explication elle est comme ça. C'est vrai qu'on a dit que les parois elles sont froides et donc ça met du temps, ça se refroidit, ça n'a pas la force de cuire. Mais pour des choses qui leur manquent, ça c'est bon pour des choses qui sont crues. Tout ce qu'on a parlé, c'est-à-dire de passer de cru au tiers de la cuisson, des choses qui sont des liquides. Mais il y a des exceptions, des choses qui cuisent très vite, qui ont besoin un petit peu de chaleur pour que ça cuise. Et donc là c'est bon, là ça va cuire. Même si je verse du Kli Sheni, ce sera un interdit de la Torah. Donc ça c'est une exception. Donc il y a des exceptions qui cuisent pas seulement dans le Kli Sheni, même si je verse du Kli Sheni. Maintenant, il faut préciser bien quelque chose. Que comment je fais pour savoir qu'est-ce qui s'appelle Behemet Bichoul, et ça j'essaye de le dire en très résumé parce que ça c'est développé, c'est que quelque chose que si je verse de l'eau froide dessus, ça ne change pas. Et que si je verse de l'eau chaude dessus, ça change. Exemple, ce poisson-là. Si je prends ce poisson qui est très salé et que je le mets dans de l'eau froide, il va rester très salé et il ne va pas encore être cuit. Donc c'est l'eau chaude qui va me permettre d'arriver au changement. Donc là, si on met dans l'eau chaude, même un degré de chaleur minimum comme verser du Kli Sheni, ça sera un interdit de Bichoul. Mais si maintenant j'ai quelque chose, que si je verse de l'eau froide dessus, il va changer, écoutez bien la différence. Je verse de l'eau froide dessus et il va changer, alors là, mettre de l'eau chaude dessus, ça ne sera pas interdit. Parce que le fait qu'il change, ce n'est pas lié à la chaleur. Alors, il ne faut pas oublier le sujet qu'on est en train de voir ici. Ici, on est en train de parler de changer par l'intermédiaire de la chaleur. S'il change même à l'eau froide, alors c'est un truc technique, c'est pas quelque chose qui est lié au bichoul. Pour que ça soit lié au bichoul, comme j'ai quelque chose de cru, que je peux utiliser qu'une source de chaleur pour pouvoir manger quelque chose de cru, donc pareil, il faut que je prenne quelque chose que seulement l'eau chaude va le changer, pas l'eau froide. Un exemple, on va traiter ça dans les cours d'après, dans les cours pratiques. Si j'ai par exemple du sucre, et que je mets ce sucre dans de l'eau froide, il va changer l'état du sucre. Donc là, si je mets ça dans de l'eau chaude aussi, dans les verres d'un Kli Sheni, c'est pas la chaleur qui a changé, c'est le liquide qui a fait changer. Il y a des choses que c'est juste parce que c'est dans du liquide que ça se transforme. Pour que ça soit Melechet Bichoul, il faut que ça soit un liquide chaud. Maintenant, quelle source de chaleur? Alors, en général, la majorité des choses, grande majorité des choses, il faut que ce soit un Kli Rishon qui a été mis sur le feu, ou même j'ai versé un Kli Rishon dans certains cas. Mais un Kli Sheni, ça y est, ça a perdu la force. Mais des choses comme ça qui sont très rapides, et que, ça c'est bien, il faut bien retenir cette nuance-là, et que le changement ne se fait que au chaud et pas au froid, alors là, ça a prouvé que c'est bien la chaleur qui a changé, donc ça sera interdit. Ça sera Melechet Bichoul. De là, les poskim ont pris un cas, les Rishonim. Il y a des choses des fois qu'on cuit, et qui ne sont pas encore mangeables, même si on les a déjà cuits avant. Alors on a étudié dans les cours d'avant que s'il y a déjà eu une cuisson, le fait de recuire, c'est permis. En bichoul achar bichoul. Un poulet qui a cuit, j'ai le droit de le recuire. Qui a cuit totalement avant Shabbat, j'ai le droit de le mettre sur la plata et de le faire réchauffer. Maintenant, si par exemple, je vais donner un exemple.
Il y a des soupes instantanées qui se vendent. Vous connaissez ça, des soupes prêtes comme ça, avec des genres de pâtes à l'intérieur. En fait, c'est pré-cuit déjà. C'est déjà cuit. Seulement, c'est immangeable. C'est dur, c'est immangeable. Alors, ça se vend comme ça dans des gobelets comme ça, et en bas, il y a même des légumes, des pâtes, toutes sortes de choses comme ça qui sont pré-cuits, c'est-à-dire qui ont déjà passé une cuisson. Seulement, tel quel, c'est immangeable. Est-ce que j'ai le droit de verser d'un kli-sheni dessus? Un kli-sheni avec pas mal de chaleur, voilà, une chaleur de 40-50 degrés. Mais je verse d'un kli-sheni sur cette soupe instantanée. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai le droit? Change d'état, cette soupe, non? Les éléments de cette soupe changent d'état. Oui. Donc, est-ce que j'ai le droit ou pas? Donc, j'ai le droit ou pas? Moi, je dirais que non. Non, tout le monde est d'accord? On termine la cuisson, ça fait pas si tôt, on change d'état. Exactement. C'est un interdit de bichoul. Ah, c'est déjà cuit. Ici, on peut dire, il y a deux éléments de dire qu'il n'y a pas de problème. Premièrement, c'est pré-cuit. Donc c'est déjà cuit, ça a été cuit. Deuxièmement, je verse ça d'un kli-sheni. Eh bien, quand même, d'après toutes les règles qu'on vient d'étudier maintenant, ça sera un interdit de bichoul minatora. Pourquoi? Parce que le fait que c'est déjà cuit, ça ne suffit pas, c'est pas mangeable. Donc à quoi ça sert de dire que c'est déjà cuit, si c'est pas mangeable? Donc si c'est pas mangeable, il faut que je transforme ça en mangeable. Si je mets ça dans l'eau froide, ça va être mangeable ou pas? Non, ce ne sera pas mangeable. Non, ça sera pas mangeable. Immangeable. Ça restera encore comme ça, dur, immangeable. Il faut de l'eau chaude. Alors là, dans ce cas-là précis, j'ai pas besoin de l'eau chaude de Klirichon, puisque c'est une toute petite cuisson qu'il faut. C'est exactement comme l'histoire du poisson là-bas, très salé. C'est exactement pareil. Donc là, ça sera un interdit de bichoul minatora si je verse même d'un kli-sheni. Clair? Un autre cas, bon ça qui est un petit peu en discussion là-dessus, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais un cas qui ressemble à ça, c'est l'œuf. Prendre un œuf et le mettre dans un kli-sheni. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Il cuit totalement. Ben non, parce que dans l'eau froide, il cuit pas. Ouais, mais on a dit que le kli-sheni ne cuit pas. Oui, mais là, en l'occurrence, pour l'œuf, il va cuire. Alors l'œuf, ben, mettre dans les... Bon, il y a quelques poskim qui veulent dire qu'il n'y a pas bichou dans l'œuf, mais apparemment l'œuf, il cuit très vite. Donc puisqu'il cuit très vite, et même moi j'ai fait un essai d'ailleurs, j'ai pris un bocal vide, j'ai versé de l'eau bouillante, ouais, et j'ai mis un œuf dedans. Alors j'ai pas mis une fois, j'ai fait ça 2 fois de suite. Mais donc c'est dans un kli-sheni. J'ai pas mis ça dans un kli-rishon et j'ai pas versé d'un kli-rishon. Et l'œuf, il est sorti à la coque. Maintenant, un œuf à la coque. Est-ce que de passer d'un œuf cru à un œuf à la coque, est-ce que ça s'appelle cuire? Oui, est-ce qu'il sera mangeable? Parce qu'il est mangeable, il est déjà vadaï que c'est plus que le tiers. Et il y en a même des gens, il y a beaucoup de gens même qui mangent des œufs à la coque. Donc ça cuit. Donc devant nous, on a un œuf qui a cuit. Donc ça ressemble, ça rentre quand même dans le critère d'une chose qui cuit très vite. Ça s'appelle ça en hébreu, ça s'appelle kalé abichoul. Ça cuit très vite. Alors maintenant, il y a quelques avis qui veulent dire quand même que l'œuf c'est permis. Mais c'est un peu compliqué à dire, donc je ne dis pas ça à la khalemassé. Il y en a qui veulent dire que tout ce qui se cuit rapidement, on a le droit de mettre dans un kli-sheni, c'est que le poisson. Ils essayent de faire une différence entre le poisson qui est très salé et l'œuf. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans ces nuances. Pas mal le rov de majorité des poskim, ils disent que l'œuf rentre aussi dans ce critère de poisson qui est très très salé, qui leur faut une petite cuisson. Donc l'idée ici, il faut savoir que c'est quelques exceptions. La grande majorité des choses qui sont crues, ils ne cuisent pas rapidement. Il faut du temps. Donc, ça ne cuit pas. Le kli-sheni est nommé vachel. Dans la majorité des exceptions, donc on a le droit de mettre dans un kli-sheni un aliment qui est cru. Seulement les exceptions qu'on vient de voir, c'est-à-dire une exception qui sont des choses qui ont une cuisson une toute petite cuisson, et que à l'eau froide ça ne change pas, et que à l'eau chaude ça change, dans ce cas-là ça rentrera dans la melacha de bichoul. Bravo. Maintenant on arrive au cas des chumrot,
C'est-à-dire que ça, c'est la halakha stricte de ce qui sort de la Gemara. Maintenant, il y a un Rishon qui s'appelle le Re'em. C'est Rachetevot. Yereim. D'accord? C'est un nom d'un des Rishonim. Je ne sais pas combien d'années, mais ça peut-être 600 ans à peu près. C'est un des Rishonim. Et lui, il dit comme ça. Puisqu'il y a des exceptions dans le cliché, donc maintenant les gens ils risquent de se tromper et de ne pas faire la différence entre les exceptions et la règle. Donc, conséquence, qu'est-ce qu'ils décident? On ne met rien dans le cliché. On n'a rien le droit de mettre dans le cliché. Maintenant, le fait qu'il interdit de mettre dans le cliché, ça ne veut pas dire qu'il pense que le cliché est mévachel. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas contredire une Gemara. La Gemara nous dit que le cliché n'est pas mévachel. Seulement, c'est un genre de gzera comme ça, un genre de takana, qui dit que, puisqu'il y a des exceptions, et les gens ils vont un jour, celui-là il ne va pas comprendre, il va mettre un œuf, et celui-là il va mettre un repas qui est prêt comme ça, pré-cuit. Donc, pour ne pas rentrer dans les déotes, puisque si dans des cas qui cuit rapidement, ça interdit la Torah, donc il a fait une gzera qu'on interdit, on ne met aucune chose dans le cliché. Maintenant, cette Trumra, elle a été le Rama, c'est-à-dire le grand possèque des Ashkenazim, il a été possèque ça dans le Rama. C'est aussi que les Ashkenazim, là on va avoir une grosse différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est que les Ashkenazim ne mettent rien dans le cliché. Aucun aliment cru, ils mettent dans le cliché. Pourquoi? Comme c'est Héréim, c'est pas dit qu'ils pensent que ça cuit. Mais on ne met rien, on ne fait plus de distinction. Puisqu'il y a des exceptions, donc on étend à toute la règle et on ne va rien mettre dans le cliché. Le Shulchan Aruch, lui, ne tient pas cette congrès. Donc d'après les Sfaradim, à part les exceptions, toute chose qui est crue, on a tout à fait le droit de mettre dans un cliché. D'après le Rama, et comme c'est posé avec le Mishnah Bora et la grande majorité des poskim ashkénazes, qu'on ne met rien du tout dans le cliché. On ne met rien. D'accord? Donc on ne peut pas faire cuire, donc on va voir par la suite dans des cas qui sont pratiques à la Khalemassé, beaucoup de différences entre les Sfaradim et les Ashkenazim dans le cliché de Vishoul. On a vu dans le cours précédent l'inverse. Dans quelque chose qui a été cuit et qui est liquide et qui est refroidi, là les Sfaradim ils s'interdisent et les Ashkenazim ils permettent. Là maintenant on est inverse. Mettre quelque chose de cru, quelque chose qui met longtemps à cuire, dans un cliché. Est-ce que c'est interdit? D'après les Ashkenazim, c'est interdit. D'après les Sfaradim, c'est permis. Et il y a une deuxième raison, avec ça on va terminer. Il y a une deuxième raison aussi des Ashkenazim qu'ils interdisent le cliché. Là, c'est pas le Yereim, c'est le Tosfot. Ah, c'est un autre Rishon. Tosfot, il dit, étant donné que mettre dans un cli Rishon, ça s'appelle cuire. Donc si je mets dans un cliché bouillant, ça ressemble à cuire. Pas cuire, ça ressemble. Donc même si dans mon acte il n'y a pas de bichoul, mais puisque ça ressemble à cuire, mirzek imvachel, ça veut dire en hébreu, ça ressemble un peu. Donc puisque ça ressemble, on interdit. Bien sûr des chachamim, bien sûr pas que ça cuit, encore une fois. Dans tous les cas de figure, personne n'a dit que ça cuit. Seulement ou bien parce qu'il y a des exceptions, on ne veut pas s'embrouiller avec les exceptions, ou bien parce que ça ressemble à cuire Nira Kim Vachel. Ça aussi, les Ashkenazim ils sont posés comme ça, le Mishnah Bora comme ça il est posé, Nira Kim Vachel. Par exemple, quelle est la différence entre les deux ta'amim? Si quelqu'un y met des épices dans un cliché. Les épices, tout le monde comprend que c'est pas fait pour cuire, c'est fait juste pour donner du goût. Donc d'après ce deuxième avis on aura le droit, mais d'après le premier avis on n'aura pas le droit parce qu'on met rien dedans. D'après les Sfaradim, ils ne tiennent ni cette raison et ni cette raison. Ni que ça ressemble à cuire, et ni que on ne fait pas de différence. Dans les deux cas de figure, les Sfaradim, dans les deux cas de figure, les Sfaradim dans les deux cas de figure, les Sfaradim ont le droit de mettre des choses qui sont crues dans le cliché, à part les exceptions qu'on a vues, des choses qui sont une cuisson très très rapide qui s'appelle Kalé Abichoul. Voilà. On n'a pas encore terminé le sujet. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on
clôturera ce sujet. Il y a des questions? Tout le monde a compris? Merci. Il y a quelque chose qui n'est pas clair? Tout le monde a compris?